Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc aujourd'hui, on aura une conférence passionnante autour d'Ella Maillard. Donc je vais présenter Karine Berthola qui est autrice de Navigatrice Ella Maillard. Et puis on a aussi donc Monsieur Gégard qui est aussi auteur de Ella Maillard ou La Grande Traversée. Et puis on a la chance d'avoir un journaliste qui s'est proposé pour mener cet entretien. Merci à tous. Merci. Alors bon, entretien improvisé, mais on va le faire à la méthode d'Ella Maillard à l'époque, qui devait bien vivre et qui faisait des conférences, comme vous allez en faire l'un et l'autre. Karine Bertoli, Bertola, excusez-moi, je connais presque homonyme. Vous venez d'écrire un ouvrage sur Ella Maillard, Navigatrice. C'est bien de ça qu'il s'agit? Oui, oui, le titre c'est Ella Maillard, navigatrice, pour publier aux éditions Glénat. Voilà, et que tout le monde ne sait pas qu'elle, on la connaît skieuse, on la connaît avec sa voiture, la Ford 1939, on ne connaît pas cet aspect-là de sa vie. Et puis vous, Gérard A. Yeager, vous êtes écrivain de la mer, si j'ose dire, puisque votre spécialité pour un bon Suisse, c'est d'être passionné par l'océan, les hommes, la flibuste, etc., et entre autres par Ella Maillard. Alors, on va vous passer la parole tout d'abord à vous pour nous dire, mais qui est cette Ella Maillard, navigatrice? Alors, ben, c'est ce que j'explique dans mon livre. J'explique, ben, j'ai travaillé sur le fond de photos qui se trouve à l'Élysée, ces albums de jeunesse. Il y a à peu près 5 à 600 images en lien avec la navigation. Et j'ai constaté en regardant ces images qu'elle avait navigué sur plus d'une trentaine de bateaux. Donc ça m'a beaucoup intrigué parce qu'on avait évidemment, on en parlait, elle-même elle n'en parlait pas beaucoup, elle était très modeste sur ses exploits. Et j'ai voulu vraiment comprendre tout le contexte qu'il y avait autour de ces livres, Croisière et Caravane et La Vagabonde des mers, pour inciter les gens à retourner évidemment à ces écrits. Mon idée, c'était pas d'écrire à sa place, mais c'était de contextualiser, donc de chercher tous les détails, parce qu'il suffit pas d'être deux jeunes filles sur un embarcadère pour se faire prêter un bateau, d'autant plus à cette époque. Donc, ayant découvert qu'elle avait quand même été sur une trentaine de bateaux, c'était quand même assez important. Je connais assez bien la navigation du début du 19e, du 20e siècle, donc je pouvais mesurer l'exploit. Et ensuite, bah, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire son palmarès. Et donc, quand j'ai découvert qu'elle avait participé à plus de 60 compétitions entre 22 et 25, et notamment les Jeux Olympiques à Paris en Absolument. 1924, Ça, on connaît ça d'elle, a ouais, priori, hein. qu'elle a été envoyée là-bas, bah, c'était quand même, enfin, donc après, j'ai aussi vu les résultats qu'elle avait eus en régate, elle gagnait la Genève Roll, la Coupe Marseille, qui sont les régates importantes à cette fois. Quel genre de personnage était-elle? Est-ce que c'était une sportive comme aujourd'hui ou c'était... Tout à fait, Elle est fille de fourreur, je crois, hein? exactement, elle est fille de fourreur, elle a un peu des problèmes quand elle est très jeune et sa mère, qui est danoise d'origine, l'incite beaucoup à pratiquer le sport, en hiver le ski et puis l'été, les parents louent cette petite maison au creux de Gentot où ils pensent que cette cure au grand air va lui permettre voilà, de se développer. Et c'est là, elle a un véritable choc pour cette culture lacustre, parce que le Creux de Gentot, c'est vraiment un endroit absolument idyllique au bord du lac. Et donc, voilà, elle se découvre une passion pour la navigation, car elle est initiée par une jeune femme qui vient passer tous ses étés là-bas. C'est Hermine de Saussure, qui est la fille d'un officier de marine. Et grâce à Hermine, elle a accès, elle apprend d'abord à naviguer, et elle a accès ensuite à différents bateaux. Euh, Elle est de famille aisée, ce qui aide quand même. voilà, alors Hermine de Saussure, exactement, elle a malheur de perdre ses deux parents entre 20 et 25 ans. Donc, elle fait différents héritages qui lui permettent d'acquérir Perlette, Bonita, ensuite à Talente, trois bateaux assez importants, donc elle laisse une grande partie de sa fortune. Et puis, bah, ayant avec Ella cette amitié de très longue date, surtout ce projet de rallier, parce que les deux jeunes filles lisaient beaucoup de livres d'aventure, des atlas de la bibliothèque de la famille de Saussure qui se trouvait là-bas au Creux-de-Gentot, où elles avaient ce projet de rallier le Pacifique. Et ensuite, en rencontrant Gerbaud, Virginie Herriot, tous ces grands noms de la navigation à cette époque, elles ont ce rêve incroyable. On va changer de bateau avec vous, Gérard. Ella Maillard ou la Grande Traversée, c'est aux éditions Kay 7.
C'est une magnifique édition au passage, hein, très journalistique. Quel aspect de la Maillard avez-vous regardé et décrit pour le lecteur? Je vais être très honnête, avant qu'on me confie cette rédaction, je n'avais pas les livres d'Ella Maillard sur ma table de chevet. Je C'est pas la, bien ça. je la connaissais, je fais amende honorable aujourd'hui, et j'espère m'être rattrapé Oui, un oui, peu. oui, 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 c'est enregistré en plus. Et effectivement, je la connaissais comme je connaissais les grands écrivains voyageurs, que ce soit Bouvier, que ce soit Sandrard, mais comment dirais-je, on m'a incité à aller voir un petit peu au-delà de ce que l'on disait d'habitude sur Ella Maillard et sur ces navigateurs de sa génération. Et on m'a dit surtout, chose importante pour moi, sinon je pense que je n'aurais pas accepté le défi, entre dans l'histoire d'Ella Maillard, raconte-la avec tes sentiments et ne fais pas du factuel, du journalisme, fais une œuvre sensible qui laisse une trace, comme peut-être à la lecture de certains ouvrages encore un peu méconnus de toi, tu vas découvrir, transmets cette émotion. Introduis-toi dans la vie, en quelque sorte, d'Ella Maillard. C'est pour ça que votre technicité est tout à fait extraordinaire et que je m'insinue très modestement dans votre parcours pour m'élever, je dirais, au-dessus du pont de ces bateaux, pour me demander pourquoi elle a pris le lac et la mer, pourquoi les bateaux sont devenus aussi importants pour elle. Et ma première conclusion a été pour aller plus loin. Un bateau, c'est fait pour partir. Ça ressemble à la navigation aérienne, plus loin, plus haut, etc., la devise d'Air France. Mais qu'est-ce que les navigateurs d'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, peuvent transposer de cette expérience et de la Maillard, à travers vos deux livres et le vôtre, chez eux quand ils vont faire le bol d'or à Genève, par exemple? Alors, je dirais que c'est une autre démarche ou que c'est une étape, un marchepied. Pour Ella Maillard, ça a toujours été, me semble-t-il, une option philosophique. Vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout. Mais Alors, nous allons très volontiers, Finissons sur la parce que je me philosophie. suis justement introduit dans un raisonnement qui est d'abord le mien, et j'ai essayé de m'intercaler dans celui d'Ella Maillard. Bien entendu, le sport, l'immédiateté de la réussite, tout cela importe. Mais petit à petit, au fil du temps, pour en arriver au chalet de Chandolin, il a fallu un certain nombre d'étapes. Et pour moi, la navigation ou les navigations d'Ella Maillard sont autant d'étapes pour conquérir cette espérance, ce nirvana, cette plénitude psychologique pour être enfin elle-même. Et il y avait des étapes à franchir. Le bateau est une de ces étapes, à mon sens, très humblement. Alors, on verra qui est elle-même quand vous parlez d'Ella Maillard, si on pense à Alexandra David-Neil, etc. Vous êtes donc pas d'accord avec cette vue? Enfin, non, je suis pas d'accord parce que, disons, je pense que évidemment, Ella Maillard a différentes phases dans sa vie, mais dans sa première phase, qui est la navigation, elle est très impliquée. Elle n'a pas le souci de cette recherche spirituelle. Elle recherche à vivre une vie intelligente, qu'elle appelle. Elle rêve de grands espaces. Elle espère faire des navigations audacieuses. C'est une conquérante. Elle a vraiment envie de. Et c'est par le sport, dans ces années-là, qu'elle cherche son émancipation, c'est tout à fait caractéristique des années 20. mhm. Et puis dans les années 30, ce sera par plutôt l'aventure que les femmes s'affranchiront de certains dictats. Et toute l'histoire, justement, moi, c'est ce qui m'a intrigué dans l'histoire d'Ella Maillard, c'était de comprendre vraiment comment elles avaient fait, elle et Hermine, pour se procurer les bateaux, sur quels bateaux elles avaient navigué. Et là, il me semble qu'avec tout ce contexte, on peut vraiment apprécier l'ampleur de leurs exploits et s'apercevoir, par exemple, que euh,
vous dites, Gérard, qu'elle ne parle jamais de la condition féminine. Or, justement, quand on étudie à fond toutes ces aventures maritimes, on se rend compte qu'on est en plein dedans. Parce que, en fait, lorsqu'il y a cet énorme échec de cette navigation sur la Talente, lorsqu'elles doivent renoncer à leur expédition, c'est justement à cause de leur condition féminine. C'est-à-dire qu'à ce moment, Hermine de Saussure tombe enceinte. Et ce qui va conduire à une sorte d'omerta sur leurs projets et leurs ambitions. Il faut se remettre dans le contexte, on est en 1926, Hermine de Saussure n'est pas mariée, elle tombe enceinte, mais maintenant j'ai pu l'établir, je ne le savais pas encore quand j'ai écrit mon livre, qu'en fait, avant de mener cette grossesse à bien, il y a eu toute une tentative d'avortement, et c'est et elle a pris une potion abortive alors qu'elle était à bord, alors qu'elles étaient parties pour faire aller jusqu'aux Canaries, faire une grande navigation. Et là, après, vu les circonstances, comme elles avaient peur qu'il y ait une fausse couche, une hémorragie en pleine mer, elles ont retourné. Mais évidemment, en 1926, elles ne pouvaient pas dire qu'elles avaient fait une tentative d'avortement, accompagnée surtout par une jeune médecin, Marie Clavel. Pour elle, ça aurait été absolument désastreux. Donc, elles ont été, voilà. Donc, ça a complètement dévié leur trajectoire. Et je pense que la vie d'Ella Maillard, si elles avaient pu réaliser ce grand voyage, aurait été très, très différent. Et voilà. Donc, c'était un peu. Il n'y a rien de philosophique dans ça, alors Non, mais peut-être. effectivement, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, et je pense que là, nous sommes à un croisement Oui, où on va s'entendre 5 minutes, c'est, vous parlez d'étapes, effectivement. oui, Si cette navigation transatlantique oui. eût pu avoir lieu, bien entendu que la définition de son cheminement aurait été différente. Euh, je me place non pas dans le contexte factuel, mais dans ce que l'histoire apporte dans chaque étape que l'on peut franchir et les carrefours que l'on traverse. Mhm. Et je pense qu'Ella Maillard a traversé un certain nombre de carrefours, qu'elle a su prendre les bonnes directions, mais on ne prend une bonne direction, me semble-t-il, que lorsque l'on a un point de chute, un point de mire. Et plus Ella Maillard grandit, je ne dis pas vieillit, Mhm. et plus elle se rend compte que quitter la civilisation qui est quand même assez mortifère à son époque, c'est entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, puis en plein dans la Seconde, lorsqu'elle aura quitté la navigation pour faire hacking, comme on dit Oui, aujourd'hui, eh bien, elle fuit cela, elle ne supporte pas cela, elle l'écrit naturellement, hein, oui, oui, bien sûr. vous Elle dit, l'avez je peux pas réduire ma vie au cours de la Zibline, hein. C'est une phrase Alors, authentique. Tout à d'une fait. part, c'est pour ça que, si vous me permettez, Oui. je crois que Ella Maillard nous a donné des leçons. En fait, un écrivain est un petit peu dans cet état d'esprit-là, que ce soit conscient ou non. Je pense que les 3 leçons que j'ai personnellement retenues à la lecture d'Ella Maillard, c'est d'abord le rejet de sa condition, de ce que sa famille voulait faire d'elle. On lui a quand même dit à plusieurs reprises que naviguer, c'est des vacances et que la vie, c'est quand même autre chose, qu'il faut avoir d'autres responsabilités. Et elle ne supportait pas ce diktat, entre guillemets, bien que sa mère l'ait toujours soutenu. Et donc, ces renoncements ont été, à mon avis, le premier déclenchement. Et le bateau est le truchement de ces renoncements. Quand on monte sur un bateau, c'est aussi pour quitter quelque chose, psychologiquement, même si l'on revient au creux de Genton le dimanche soir. Mais c'est une étape, parce qu'après, elle prend la mer, elle va en Méditerranée, puis l'étape d'après, c'eût été l'Atlantique, et puis certainement, comme Gerbaud, le tour du monde. Et la deuxième leçon, c'est de savoir prendre les virages là où ils se présentent sans sortir de la route. Il me Tu sais semble ce que sont ces que- choses qu'on écrit, que vous écrivez après. Est-ce qu'elle en a conscience, elle? oui, elle l'écrit, elle le dit Elle aussi. l'a dit. Elle le dit C'est aussi. ça que je voulais que vous le disiez. C'est Oui. important et ces rencontres ont été importantes, sinon définitives pour elle. Bonnes ou mauvaises, généralement des bonnes. Elle a eu, je pense, une bonne étoile, mais elle a su aussi faire de sa vie les bons choix.
lorsqu'elle rencontre Miette de Saussure, elle aurait très bien pu dire, cette camarade ne m'intéresse pas, j'en fréquente d'autres. Même chose pour Anne-Marie Schwarzenbach. Oui, oui. Voilà, alors que Anne-Marie Schwarzenbach, c'est un petit peu autre chose. Pardonnez-moi l'expression violente, c'était plutôt un boulet, Oui. d'une certaine façon. Et elle s'en est séparée précisément pour ne pas couler avec Anne-Marie Schwarzenbach. Et quand elle est partie avec Fleming, Peter Fleming, c'était tout autre chose. C'était un grand vent d'aventure. Donc encore une rencontre. Gerbeaud était aussi une rencontre. Vous parliez de Virginie Herriot, ça a été aussi une rencontre. Elle a su saisir les bonnes rencontres et s'attacher des gens qui lui mettaient le pied à l'étrier ou l'aidaient dans son, dans ses choix. Et puis la troisième leçon, c'est surmonter les échecs. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Je l'ai pris moi en tant que lecteur comme cela. Et chaque lecteur d'Ella Maillard ou de quelque auteur que ce soit en tire ce qu'il recherche peut-être, mais aussi ce que cet auteur va lui donner et lui faire découvrir. Donc, cette troisième leçon, c'est véritablement, me semble-t-il, très important. C'est la dernière. C'est d'une certaine façon, après toutes les démarches, tous les carrefours traversés, c'est de se dire qu'elle a enfin trouvé le chemin qui l'a conduite à sa euh, réalisation. Alors vous avez raison de dire que sans doute à l'origine, ça n'était pas aussi clair, aussi net dans son esprit, mais elle avait un point de fuite et elle a réussi à aller jusque-là, à convertir toutes les difficultés de la vie en des bénéfices. Et je trouve ça, pour le lecteur d'aujourd'hui, d'hier ou de demain d'ailleurs, quelque chose de fondamental. Quand on lit un livre et qu'on le referme, on n'est plus le même. J'ai été de ces lecteurs qui ont conclu la lecture d'Ella Maillard, Maritime et après le reste aussi, euh, comme la réalisation de soi-même à travers les expériences de quelqu'un d'autre. Et elle le dit avec tellement de bonheur, elle le dit avec tellement d'émotion, euh, qu'elle est aujourd'hui, j'allais dire sur ses traces ou sur ses cendres, à Chandolin, c'est retrouver tout cela. Bon. Après, c'est très important, Madame, que vous ayez cherché à nous dire comment les choses se sont déroulées, de nous avoir expliqué les détails de cette grande démarche. Mon idéal à moi était de vous laisser ce travail que vous avez fait mieux que personne et sur lequel maintenant aujourd'hui je surfe en disant ben, je sais pourquoi j'ai pensé ça dès la manière. Non, mais vous avez raison sur le point de sa capacité de résilience qui est absolument exceptionnelle et puis son opportunisme, hein, mais dans le bon sens du terme, où elle sait saisir des opportunités absolument incroyables. Mais alors, on ouvre une parenthèse là-dessus. Euh, Milieu aisé, opportuniste, oui, mais parce que c'est la recherche au sponsor, ça coûte des sous, toutes ces croisières. Elle est privilégiée. Mais c'est Hermine de Saussure qui a l'argent. À la base, elle a Maillard, si vous... Mais alors, elle est intéressée, la Maillard, dans Ben, elle cette travaille amitié? pour elle. Mais oui, voilà, donc Elle fait toute la préparation des bateaux. Elle a fait le bon choix. Elle fait des bons choix. Et puis, entre-temps, elle a Maillard, ben, elle travaille. Elle écrit La Vagabonde des mers. Elle travaille d'abord dans un pensionnat comme professeur de français. Ensuite, elle travaille sur différents bateaux. Mais c'est vrai que comme à l'époque, on ne veut pas lui confier le commandement d'un bateau, c'est absolument déjà pour faire assurer un bateau sous commandement féminin, c'est Déjà déjà tout un miracle. d'autant plus qu'une femme portait malheur sur les bateaux jadis, Ouais, ouais, n'est-ce pas, mon bien cher sûr, Gérard? oui, oui. Non, mais bien sûr, elle est sans arrêt confrontée à cet adage, pas de femme à bord. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle navigue en équipage féminin, ces filles, parce que les hommes ne veulent pas naviguer avec elle. Il y a une promiscuité, il y a Oui, oui, enfin, un c'est dévoilement dans À les l'exception de bateaux. son frère, une fois ou l'autre. Oui, bah, le frère, mais ça, c'est quelqu'un de la famille, Bien sûr. c'est différent, ou bien elle voyage avec Marcel Marcel, qui est un cousin, mais voilà, avec les frères, oui, mais c'est difficile pour elle d'être vraiment sur un vrai équipage. Et
Et chaque fois que Ella Maillard, par exemple, est engagée sur des bateaux en Angleterre, on lui dit d'abord, dites que vous savez faire la cuisine, quoi. On la Oui, présente comme la oui, une cuisinière, ménagère. Mais oui, housewife, oui, oui, oui. c'est elle qui dirige la manœuvre, et puis même, il y a des fois des clients qui ne sont pas trop rassurés quand elle prend la barre, alors qu'elle sauve le bateau de Oui, le bateau péril. du colonel, par Oui, oui, exemple, exactement. évidemment. C'est assez amusant. Mais oui, oui, elle a donc, comme je disais, cette capacité, cet opportunisme qui est absolument génial parce que après la crise de 29, d'abord, avec ses navigations, elle a donc, il faut imaginer, c'est une fille qui n'a pas terminé sa scolarité obligatoire, qui n'a pas de diplôme, Elle a pas pas de sa métier. matu quand on Non, pense, hein. elle a pas de diplôme, pas de métier. Bon, ses parents la soutiennent un peu, mais à partir de 1924, son père, il a de graves difficultés financières avec son commerce de zibeline, comme vous le dites. Et donc, il faut vraiment qu'elle se débrouille pour vivre. Donc, elle fait toutes sortes de petits métiers. Elle est aussi actrice. Enfin, elle a des capacités incroyables. Et puis, après la crise de 29, ben, elle se rend compte justement qu'elle va pas pouvoir vivre de ses articles maritimes. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'il faut qu'elle élargisse son point de vue et peut-être elle se tourne vers d'autres horizons et elle décide d'apprendre le russe et elle va faire ce livre ensuite, Parmi la jeunesse russe, qui va la Oui. catapulter dans un autre monde et dans une autre recherche. Mais où j'étais d'accord vous par rapport au début de notre discussion, c'était je voulais montrer, j'étais vraiment surprise moi-même quand j'ai commencé ces recherches de voir à quel point c'était une régatière. Et là, je pense aussi, elle a cette capacité. Vous dites monter sur un bateau, c'est pour partir, mais quand on est régatier, monter sur un bateau, c'est pour C'est pour gagner. gagner. C'est pour aller de l'avant. C'est vous en foutez de ce qui s'est passé. Il faut que vous tracez jusqu'à la fin. Oui, Et oui, là, oui. elle a ça dans le sens. Elle a la régate beaucoup plus que Hermine d'ailleurs. Hermine recherche absolument, ne veut pas du tout les honneurs. Elle est tout le temps en train de se cacher. Et là, par contre, cherche cette lumière. Elle la cherche de différentes manières, aussi comme vous dites. C'est dans votre livre qui aujourd'hui a 15 ans sur la Coupe de l'Amérique que vous nous apprenez qu'à l'époque où les bateaux de ce genre de bateaux étaient des bateaux de plaisance, étaient les plus beaux, et puis les Anglais sont là, ils se disent on peut en faire quelque chose, on va établir des règles, on va établir un règlement, et on devient régatier, on va être celui qui gagne. Qu'est-ce qu'elle gagne, elle? Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle écrit déjà à cette époque-là ce sur quoi Gérard Géringer va parler de philosophie et vous de manière plus prosaïque de conditions féminines dans les années 20-30? Ben, elle écrit rétrospectivement. C'est quand elle commence Ah, sa on est quête. d'accord. Elle fait d'abord, puis elle écrit après, Oui, hein. et quand elle commence sa quête spirituelle, elle écrit Vagabond des mers et Croisière et Caravane dans les années 40, quand Oui, elle est en Inde pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est son gourou à ce moment-là qui lui demande de se plonger sur voilà pays ou jamais, en de fait, faire ouais. enfin voilà de faire son comment dire Presque ouais, sa rétrospectivement. Oui, oui. rétrospective voilà de faire une réflexion sur ce qu'a été sa vie et c'est là Typhus et tout qu'elle ça, oui. commence à réaliser en fait tout ce qu'elle a fait et puis bah, elle en a pas tellement comme j'ai dit parlé avant à cause de ce malheureux épisode de cette grossesse probablement et même maintenant on est sûr Elle-même n'en a jamais elle parlé. en a jamais Elle l'a parlé jamais mais écrit. bien sûr parce qu'évidemment parler d'une tentative d'avortement C'est dramatique. c'est dramatique quoi et surtout pour Surtout pour le médecin d'ailleurs. oui, pour la jeune médecin, aussi pour celle Hermine de Saussure. Et c'est cette jeune médecin, sans vous interrompre, qui avait un mal de mer absolu et qui a dit d'une inefficacité absolue aussi. C'était une C'est étude. avéré, ça on le sait. Oui, oui, elle l'écrit. Et là, elle le raconte. Non, non, ouais, et ça a compliqué toute leur Mm. affaire, mais je voulais aussi démontrer, moi j'avais une absolue confiance euh, quand on voit le chemin d'Ella Maillard, on peut qu'avoir une confiance dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, euh, et je savais qu'elles étaient extrêmement préparées, et on le voit enfin, j'ai lu toute leur correspondance, tout ça, mais le soin, la méticulosité, le travail qu'elles se donnent. On voit aussi les écrits d'Hermine de Saussure sur l'architecture navale. Des filles vraiment d'un très très haut niveau. Après, elles se sont un peu fracassées sur les rochers du patriarcat de leur époque, mais bon, ça Ça, c'est... c'était la même chose pour les femmes pilotes de l'air. Oui, Il fallait être exceptionnel. Est-ce qu'elle avait conscience, elle, d'être une femme exceptionnelle?
Bah, quand elle navigue, par exemple, elle est assez décontractée et ensuite, moi, je pense qu'elle a, les gens sont quand même pas, bon, quand elle revient, par exemple, des Jeux Olympiques à Genève, tout le monde se moque un peu d'elle, à la Cité Nautique, c'est vraiment un accueil assez glacial parce que les femmes, justement, comme vous disiez, il fallait qu'elles ramènent une médaille, Ah c'était oui. considéré comme une Toujours, victoire de nos jours aussi, hein. prétentieuse On est d'avoir, déçus avec Paris, oui. d'avoir osé Oui. aller là-bas et puis ensuite, elle s'est un peu, même elle dit, oui, elle se déprécie quand elle parle un peu de ça, et j'ai trouvé ça aussi un peu dommage. Et c'est vrai que quand La Vagabonde des mers sort en 91, moi je voulais faire une exposition sur le sujet, et j'ai interrogé un peu les gens du lac, et puis c'était un peu choquant. Ils m'ont Certains disaient, oh, c'était des petites rigolotes, elles se sont beaucoup vantées. Et puis malheureusement, j'ai un peu cru ça à l'époque. Et d'autant plus ma surprise quand j'ai pu plonger dans ces archives. Et là, après, j'avais vraiment une rage de la réhabiliter dans ce qu'elle avait fait d'exceptionnel. Et je suis assez contente parce que je crois que maintenant, la Société nautique de Genève va la nommer membre d'honneur, ce qui est Ce serait le moins des choses, oui. totalement Il leur mérité. faut beaucoup de temps de réflexion. Mais à l'époque, Gérard, à l'époque, il n'y avait pas Météosat, il n'y avait pas de GPS, etc. Comment est-ce que s'est débrouillé pour la À météo et pour le l'estime. temps? Oui, à À l'estime. l'estime? L'estime, À oui, l'estime, elles l'estime. montent sans arrêt dans la Oui, nature, oui, elles le disent, oui. elles ont Pour voir où va le vent. elles n'achètent pas les cartes, Et ils disent d'ailleurs qu'il a qu'un compas et une horloge. oui, c'est ça, Oui. elles ont un Et un log, plan, et et une carte. elles Et le apprennent sens du vent. elles apprennent à utiliser le sextant, et Oui. vraiment pour la traversée sur l'Atlantique. Là, Hermine, elle entreprend toute une formation avec malheureusement cet homme qui va, enfin malheureusement, heureusement, la Oui. séduire. Hein, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même un enfant qui naît euh, de, de cette union. Et non, non, elle se préparait excessivement bien. Après, bon, les premières navigations, ben, c'est du côtier, mais c'est quand même assez périlleux. On voit quand elles peuvent pas s'arrêter en Sardaigne parce qu'il y a la Oui, oui. malaria. Traverser sur la Euh, Corse, par exemple, est elle extraordinaire. raconte comme Oui. c'est difficile de se procurer de l'avitaillement, hein. Elles doivent acheter des fois tout ce qu'il y a sur un marché. Parce qu'elles arrivent dans des endroits d'une très grande pauvreté, tout ce sud de l'Europe, dans les années 20, et très, très pauvres. Et puis, ben, elles sont sans arrêt rappelées. Enfin voilà, il y a dans ces ports, il y a les lazarets. Enfin, c'est des lieux où il y a de la contagion, où vraiment ces jeunes filles se sont assez menacées. Et d'ailleurs, c'est assez amusant quand elles vont débarquer en Corse en 1923. Avant d'arriver en Corse, elles tirent des goélands, chacune un goéland. Parce elles arrivent armées, elles vont chez les bandits. Ce qui- oui, oui. C'est extraordinaire. Et ça va donner à Ella Maillard une force d'affronter des éléments, d'être dans un monde d'hommes, de se satisfaire de peu, ouais, ça va lui donner, elle l'a dit, c'était une parfaite initiation à ses voyages, et ça va lui donner cette force d'affronter C'est cela. Est-ce que tout ce qu'elle a fait par la C'est suite. ça, vous pardonnez-moi, êtes en train lorsque de je dire dis tous la les deux grande traversée, c'est au exactement? sens plus global, Oui, oui. naturellement. C'est comme ça que j'ai entendu le titre, mais ça voudrait dire que vous nous laissez penser que la Ella Maillard que l'on connaît avec ses voyages, avec la Ford, avec 39, le Fleming, etc., on la connaît du point de vue terrestre, mais elle n'aurait pas été qui elle a été sans être passée par cette épreuve que vous considérez comme initiatique l'un et l'autre. Personnellement, je la pense initiatique, mais ça aurait pu être autre chose. C'est les circonstances de sa vie. Ses parents n'auraient pas eu une maison au Feu de Gentot, peut-être n'aurait-elle pas fait de navigation, peut-être aurait-elle pris un autre chemin pour arriver à ses fins quand même, parce qu'il me semble que sa destinée était, mettons les Mhm. mots entre guillemets, prédestinée d'une certaine façon, mais une prédestination qu'elle a travaillée, qui ne lui a pas été donnée, qui ne lui a pas été offerte. Mystique, complet. Elle aurait pu. Oui, c'est ça. Moi, il me semble que c'est effectivement les échelons de la vie qu'elle a su prendre ou voulu prendre lorsqu'elle avait des choix qui l'ont conduite sur ces chemins-là. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons pas spéculer sur le reste. Nous sommes les témoins de ses mémoires, de ses souvenirs, qu'elle enjolive un petit peu quand même, il faut le dire, et elle l'avoue même, hein. Et quand vous êtes sur les archives, vous pouvez faire un peu la différence entre ces conférences où on lui dit quand même,
joue un peu l'héroïne, hein, parce que ça va ramener du public et puis tu vendras mieux tes livres. Oui. Et elle n'aime pas écrire. Elle le dit. C'est pas du tout une écrivaine. C'est une aventurière. C'est une héroïne de la vie avec les pieds sur l'eau ou sur terre, mais qui est en mouvement permanent. Et quand elle doit s'asseoir à sa table de travail, c'est parfois avec un peu d'ironie qu'elle raconte qu'il faut bien le faire, mais que c'est pas vraiment sa tasse de thé, qu'elle n'est pas Alexandra David-Néel, par exemple, Ouais. mais quelqu'un qui doit financer ses voyages. Et c'est très important pour elle. Et on la pousse un peu lorsqu'elle a le premier succès dont vous parliez tout à l'heure, littéraire. Ensuite, on lui dit, c'est une bonne veine. Et puis les éditeurs la suivent et le public la suit. Et donc, elle aurait tort de renoncer à cette chance-là. Voilà un des virages qu'elle a su prendre, peut-être même à son corps défendant, sans doute sans besoin financier, n'aurait-elle pas écrit. Oui, non, mais de toute façon, elle se considère, elle se décrit elle-même, non pas comme écrivain. Après, on lui a mis cette étiquette d'écrivain voyageur, mais elle-même se décrit comme photo-reporter. Et d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, c'est sa photographie, ces photos qui sont. Et puis les films, et le fameux film où elle commente elle-même à la Cinémathèque suisse, c'est un truc exceptionnel, où on l'entend, elle, dire ce qu'elle pense de ce qu'elle faisait à l'époque, en disant, ah oui, j'avais oublié qu'on avait filmé ça, etc. Ouais, Mais on doit préciser qu'elle a vécu très âgée, passé 90 ans, et ouais. qu'elle a quand même eu un demi-siècle pour commenter ce qu'elle avait fait sur les 40 premières années Tout, de sa vie. tout à fait. Et me semble-t-il qu'une fois qu'elle est arrivée à Chandolin, qui était un petit peu le point d'orgue de sa grande démarche aventurière, elle n'est pas restée là assise sur son balcon à contempler le Cervin. Elle est repartie en Oui. expédition avec des gens qui l'accompagnaient. Et elle a conduit des groupes, comme nous dirions Une aujourd'hui. guide Elle est culturelle, devenue Oui, guide, parce qu'il etc. fallait vivre quand Voilà. même, parce que exactement. la fourrure n'était plus de mise. Voilà, ça aussi, mais ça veut dire aussi, me semble-t-il, qu'à partir du moment où elle avait conquis son destin, Mhm. qu'elle en était satisfaite, elle s'est dit, maintenant je suis arrivée au terme de ce que j'avais prévu, envisagé pour mon bonheur. Moi, je pense que c'est une Mais ça, philosophie du est-ce que c'est pas très, bonheur mais c'est pas très essentiellement. masculin comme vision de dire voilà d'une chose très rationnelle. Est-ce que vous pensez? Tu me dis ça pour me Non, faire dire non, autre chose? Je ne non, comprends non, pas. pour avoir l'avis d'une femme, Non, mais moi, est-ce est-ce qu'en 1920, elle faut se dire, je vais être une femme ultra ceci, ultra cela? non, non, mais Non, moi, je crois pas. oui. Elle vit Bon, sa moi, vie. j'ai surtout étudié, effectivement, j'ai lu énormément avant 1930, donc toute sa jeunesse, et Oui. là, elle se révèle assez insouciante, elle a beaucoup d'humour, contrairement à ce que dit Monsieur Bouvier. C'est vrai qu'avec la fin de sa vie, elle se rigidifie visiblement, passablement, mais jeune, Oui, mais à 90 ans. elle a, elle veut garder aucune archive. C'est d'abord sa mère qui constitue toutes ses archives, et grâce à toutes les lettres qu'elle écrit à sa mère, à ses parents, qu'elle arrive à écrire justement, faire son introspection qui lui est demandée. Euh, elle a, elle a vraiment une envie de découvrir le monde, d'aller dans le monde. Elle n'a pas vraiment de plan. Enfin, moi, je vois pas le plan, mais peut-être il va venir. Mais il faudrait que j'étudie la suite comme vous. Après, moi, ce qui m'intrigue justement dans cette troisième partie de sa vie, cette quête mystique qu'elle réalise en Inde entre 39 et 44 environ, là, elle ne fournit qu'un livre. Voyage avec ce chat, Avec 6 pouces, ouais. voilà. C'est un tout petit livre Oui. et c'est effectivement c'est assez intriguant. Alors que cette année, ce moment a dû être d'une richesse absolument extraordinaire. Suffisamment riche pour que la philosophie soit intérieure. Voilà, exactement. Ouais. Je pense juste à ce petit mot qui est de la fin, puisqu'on m'a Oui, demandé oui, de on temps arrive au moment. bout. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Et je pense que je pose la question, je n'y réponds pas. Qu'est-ce qui est le plus important? Que l'auteur soit à la fin de sa vie ou de sa carrière satisfait de lui-même, ou est-ce que c'est pas l'avis du public qui, pendant des décennies et peut-être des siècles, va en faire ce qu'il a envie d'en faire grâce à ce qu'on lui a donné? Alors, je vous propose d'abord de vous remercier, de vous applaudir et de conclure avec Merci. vous au premier étage. Merci pour vos témoignages et merci de Merci m'avoir beaucoup. saisi au Merci. débeauté. Merci beaucoup. Merci.
Bon, et merci de cette participation à notre